Bienvenue dans l'expo virtuelle sur la Ve République de 1958 aux années 80, voire même un petit peu plus. Cette exposition virtuelle se composera de deux salles uniquement, la Ve République avec le général de Gaulle que tu vois comme président ici sur la gauche du panneau, et puis la Ve République après le général de Gaulle, notamment avec les présidences de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing ou encore François Mitterrand. Nous ne verrons pas les trois derniers puisqu'ils sont un petit peu en dehors de notre période. Voici donc la salle numéro 1, la Ve République, avec le général de Gaulle, c'est-à-dire comment fonctionnent ces nouvelles institutions qu'il a construites et comment est-ce qu'il en fait usage. D'abord, pourquoi fallait-il changer la République? La République précédente s'appelle la 4e République. Cette 4e République a une crise importante à gérer dont elle n'arrive pas à trouver la solution, c'est la guerre d'Algérie. En 1958, les Français d'Alger, justement, se soulèvent contre le gouvernement. On voit bien avec ces banderoles sur la photo qu'ils réclament la venue de De Gaulle au pouvoir. Le président français de l'époque, René Coty, fait confiance au général de Gaulle et donc fait appel à lui. De Gaulle accepte de revenir à condition que la Constitution soit changée et qu'elle donne davantage de pouvoir au président de la République. L'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs à De Gaulle pour changer cette Constitution. Donc le général de Gaulle accepte ce retour au pouvoir et charge Michel Debré, un proche collaborateur, de rédiger une nouvelle constitution. Cette constitution va être approuvée par les Français par référendum. On voit sur l'affiche l'ombre du général de Gaulle. Et qu'est-ce qu'elle change, cette constitution? Elle accorde beaucoup plus de pouvoir au président de la République, donc au pouvoir exécutif, que ce qu'il y avait dans le système d'avant, c'est-à-dire dans le système de la 4e République. Ce pouvoir exécutif a effectivement un président qui est élu pour 7 ans, qui est le chef des armées, qui a des pouvoirs exceptionnels accordés par la Constitution en cas de crise, ce qu'on appelle l'article 16, qui peut dissoudre l'Assemblée nationale, et puis qui peut aussi consulter le peuple directement par référendum, comme il le fait ici, à l'occasion de la Constitution, pour savoir si les Français approuvent ce projet constitutionnel. En face, l'Assemblée législative est celle qui discute des lois, qui vote des lois et qui discute et vote aussi du budget. Le général de Gaulle, voyant son projet approuvé, devient premier président de la Ve République. Ces institutions, il pourra lui-même de temps en temps les modifier. Par exemple, en 1962, il décide de cette réforme, faire directement élire le président de la République par les Français au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas avant, c'était un suffrage indirect, et ça renforce ainsi encore le lien entre le président et les Français. Lors de la première élection au suffrage universel direct, en 1965, le général de Gaulle sera élu face à François Mitterrand avec à peu près 54% des voix. On voit sur la carte les régions en bleu qui ont davantage porté de Gaulle au pouvoir, les régions en rouge rose étant davantage pour François Mitterrand. Une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir-là? Déjà, il a une pratique assez personnelle du pouvoir. L'idée est vraiment de renforcer son lien avec les Français. Pour cela, il fait de nombreux bains de foule. Il est notamment venu à Luxeuil. On a des archives où il avait atterri à la base aérienne. Il était allé ensuite dans les Vosges. Il fait aussi de régulières conférences de presse pour répondre aux questions des journalistes, même si c'est assez cadré et que les journalistes ne peuvent pas forcément poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et puis il renforce toujours ce lien direct avec les Français en pratiquant souvent le référendum. Il l'a fait pour approuver le projet de constitution. Il l'a fait pour approuver le projet d'élection au suffrage universel du président de la République. Il le fera encore une troisième fois pour approuver, cette fois-ci, l'accord d'Évian sur l'indépendance de l'Algérie. Deuxième axe de sa politique, il veut vraiment faire de la France une grande puissance. C'est pour ça qu'il la dote de l'arme atomique. On voit ici le premier sous-marin nucléaire français qu'on appelle le Redoutable. Il veut qu'elle ne soit pas prisonnière de ce monde bipolaire qu'on a dans la guerre froide. Alors oui, la France fait partie d'alliances comme l'OTAN, a adhéré au plan Marshall, etc. Mais De Gaulle souhaite être libre de se rapprocher s'il le souhaite avec certains pays communistes, et il fait un rapprochement avec la Chine communiste, et puis aussi bien sûr il contribue à la construction européenne avec notamment son tandem avec Konrad Adenauer, le chancelier allemand.
Cette pratique du pouvoir a parfois été contestée, notamment le fait qu'il personnalise trop le pouvoir et qu'il a été des fois caricaturé, ce De Gaulle, un peu en monarque absolu. On le voit ici dans le journal Der Spiegel, où on le représente sous les traits de Louis XIV. Il a eu aussi à faire face à une opposition assez grande qu'on retrouvera dans le prochain chapitre d'histoire, une opposition assez grande de la jeunesse qui réclamait plus de liberté et qui a ensuite été suivie par des grèves ouvrières. C'est tout le mouvement qu'on appelle le mouvement de mai 68. Il a rétabli l'ordre avec l'armée, mais le référendum suivant sur les régions ayant été rejeté par la majorité des Français, De Gaulle décide de démissionner. On a la une du journal du lendemain de la démission de Gaulle, je m'en vais, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Alors que se passe-t-il après De Gaulle? Comment des institutions qui étaient faites pour le général De Gaulle arrivent-elles à s'adapter aux présidents qui vont suivre? Au départ, sur la période en tout cas de 1969 à 1981, ça ne demande pas une très grande adaptation, tout simplement parce que les deux présidents qui vont suivre sont des présidents de la même couleur politique que le général De Gaulle. Le premier, Georges Pompidou, a même travaillé avec De Gaulle, a été le premier ministre de De Gaulle, donc pour lui c'était simple, il reprend les institutions telles qu'elles sont. On voit dans cette citation, mon devoir m'est tracé par son exemple, donc par l'exemple du général De Gaulle, et il ne change rien, il est vraiment dans la continuité. Arrive ensuite Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, qui est le plus jeune président de la République à ce moment-là, et qui décide quand même de quelques modernisations de la vie politique, notamment il abaisse la majorité à 18 ans, il prend davantage en considération les femmes puisqu'il crée un secrétariat d'État à la condition féminine, et aussi il fait légaliser l'avortement. À cette époque-là, on parle de bipolarisation de la vie politique, c'est-à-dire que la vie politique est vraiment divisée entre la droite d'un côté, incarnée par le président Valéry Giscard d'Estaing, et la gauche, incarnée par François Mitterrand. 1981 est donc le premier grand tournant, parce que pour la première fois, la gauche, toujours incarnée par François Mitterrand, arrive au pouvoir, François Mitterrand étant élu en 1981 président de la République française. On parle donc d'alternance, puisque c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir, et François Mitterrand ayant longtemps critiqué les institutions de la Ve République et ce rôle trop grand du président de la République, on se demande s'il va les changer un petit peu ou pas, ces institutions. Non, il ne les modifie pas, il garde ces institutions. Par contre, il prend toute une série de réformes pour adapter la République au contexte social et économique de l'époque. D'ailleurs, des réformes qui font un petit peu penser à celles du Front populaire, puisqu'il y en a une sur la retraite à 60 ans, il y a la 5e semaine de congé payé, il y a aussi une réforme sur la diminution du temps de travail, la semaine de travail des 39 heures, et puis la réforme qui reste la plus emblématique de ce qu'il a fait dès 1981 est l'abolition de la peine de mort en France. Autre test pour les institutions, 1986. Pour la première fois, l'Assemblée nationale n'a pas la même majorité politique, la même couleur politique que le président de la République. Le président de la République est toujours François Mitterrand, il a été élu en 81 pour 7 ans, mais en 86, la majorité de l'Assemblée nationale passe à droite. Donc on a un président de gauche avec une majorité de droite et qui est donc obligé de choisir un Premier ministre de droite, c'est-à-dire d'une autre couleur politique que la sienne. Et on se demande, est-ce que les institutions vont résister à ça? Est-ce que la Constitution va résister à ça? Cette période-là s'appelle la cohabitation. On voit sur la frise chronologique qu'on aura 3 cohabitations, 3 fois comme ça, où la couleur qui représente le président de la République n'est pas la même que celle qui représente l'Assemblée nationale. On a Mitterrand avec Jacques Chirac, c'est ceux qui sont sur la photographie. Et puis on aura un petit peu plus tard toujours François Mitterrand, mais cette fois-ci avec un autre Premier ministre de droite, Édouard Balladur. Et puis on aura, encore plus tard, dans les années 90, un président de droite, Jacques Chirac, qui devra accepter un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Alors comment ça marche dans ces coups de temps-là? C'est vraiment la Constitution qui définit clairement le rôle de chacun. Le président, c'est le gardien des institutions, c'est le chef de l'armée, et celui qui s'occupe majoritairement de politique extérieure. Le gouvernement, de son côté, s'occupe de conduire la politique de la nation, donc de proposer différentes lois et d'essayer de les faire voter.
Aujourd'hui, où en est cette Ve République? Elle n'a pas spécialement changé. Le rôle du président est toujours important. La preuve, c'est que l'élection présidentielle est parmi celles qui ont le plus fort taux de participation. La démocratie est bien sûr pas mal respectée puisque on fait toute une campagne présidentielle à cette occasion pour faire connaître les programmes des différents candidats. Et le pluralisme politique est de mise. On le voit ici avec toutes les photos, toutes les affiches électorales des candidats à l'élection présidentielle de 2022. On voit qu'ils sont 10. Et puis on le voit aussi avec ce débat du second tour où le temps de parole est chronométré pour que chacun puisse s'exprimer de manière équitable. Donc les institutions de la Ve République n'ont pas trop bougé, même si certains candidats, notamment la France insoumise, aimeraient bien proposer d'autres institutions et parlent parfois de 6e République. Voilà, c'est la fin de cette exposition. J'ai mis ces 3 images pour finir parce que c'est les 3 temps forts de la Ve République. Le premier, le général de Gaulle, qui fonde ces institutions de la Ve République avec une présidentialisation très forte du régime et puis un contact au maximum avec les Français. Deuxième date clé, 1981, l'alternance, avec pour la première fois un président de gauche qui arrive au pouvoir. Et puis, troisième test pour les institutions, 1986, pour la première fois, le président n'a pas la même couleur politique que l'Assemblée nationale et doit donc faire avec un Premier ministre d'une autre couleur politique que la sienne. C'est François Mitterrand, de gauche, avec Jacques Chirac, de droite. Bonne révision.